partir de maintenant, nous enregistrons, voilà, je vais mettre sur YouTube quand même au cas où, bonjour YouTube, je ne sais pas si ça intéressera quelqu'un de voir cette rediff, mais en tout cas, elle existera. Maintenant que j'ai pensé à l'enregistrer. Ton micro c'est pire, mais j'ai touché à rien. Comment ça peut être pire mon micro? Je n'ai touché à rien. Attends, faut que je vais mettre mon casque 2 minutes pour essayer de m'entendre parler dans mon retour. Alors attendez, vous risquez de m'entendre un peu bizarrement, normalement non, mais on sait jamais. Propriété... Voyons voir. Hop, si je mets ma surveillance. Là, je m'entends. Mais oui, il y a un écho. Mais en même temps, je trouve que je reste compréhensible. Moi, tant qu'on comprend ce que je dis, ça va. Je vais... Là, c'est mieux. Mais attends, mais comment c'est possible que ce soit mieux? J'y touche à rien. Mais j'ai déjà touché à rien. Bon, bah je continue de toucher à rien. Je vais continuer de toucher à rien, ça vous ose bien. Donc, je disons donc que le planning, donc oui, donc à 20h, les lectures de l'été, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va reprendre. On aura jeudi et vendredi des work with me ou read with me, donc on va lire ou on va écrire ou on va faire ce qu'on a envie, tout simplement. Pourquoi est-ce que je les ai placés jeudi et vendredi? Tout simplement parce que je travaille du matin et que du coup je suis libre de faire ce que je veux de mon après-midi. Voilà, c'est pour ça que demain, pas de stream, parce que au moins comme ça, je me repose avant de reprendre le boulot, parce que je commence à 5h du matin jeudi, ou pas ouf. Samedi et dimanche, impossible pour moi de streamer, je suis d'après-midi, et donc qui dit d'après-midi dit que je fais du 13h, 21h, c'est beaucoup trop, et surtout, c'est des horaires qui permettent pas de streamer. Je vais pas streamer avant 13h, et je vais pas streamer après 21h. C'est pas possible, même pour moi, c'est pas viable, donc c'est mort. Mais du coup, lundi, je suis de nuit, donc je peux peut-être dans l'après-midi faire un stream, on va voir, selon ma motivation et selon ma fatigue. Je ne sais pas encore de quoi il s'agira s'il y a un stream, je vais y réfléchir. Et enfin, mercredi, donc mon premier jour de repos, ce sera un chill gaming à 20h, comme ça me laisse toute la journée pour dormir et me reposer. Et on commencera un petit let's play sur Coral Island. Est-ce que ce sera un let's play long sur la chaîne? I don't know, mais en tout cas... ça aura le mérite d'exister. Voilà. Donc je vais, hop, dégager ça. Voilà. And I'm gonna say hi to Amantracia. Hi, Tina. I'm so happy to see you. I know that you can't understand when I do streams like that, and I'm not gonna stream in English going forward, but I'm always happy to see you come say hi to me. So really, really happy, and I hope you're doing okay. There you go. So c'est la fin du coup du passage en anglais du stream. Voilà, alors avant, faut savoir que j'ai streamé mi-français, mi-anglais, donc il y a certaines personnes qui me suivent qui parlent uniquement anglais, donc forcément, de temps en temps, je vais leur dire bonjour quand même s'ils ne comprennent pas, s'ils passent dire bonjour, bah, je leur réponds, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de mes lectures de l'été, et donc il s'agit de 10 livres. Et oui, on va parler de 10 livres, alors je vais essayer de pas trop en parler, en tout cas de pas prendre trop de temps pour parler de chaque, parce que j'ai pas envie que ce soit un stream trop long. Regardez ce stream faire 3 heures comme d'habitude. Mais en tout cas, je vais essayer de ne pas trop les tirer, voilà. Donc, essayez de ne pas trop les tirer. Et on va parler simplement de ce que j'ai lu, de qu'est-ce que j'en ai pensé, et à la fin, on parlera forcément de vous et de vos lectures à vous, voilà. Et il faut savoir que du coup, j'ai mis... c'est de l'autre côté... Ici, j'ai pas encore l'habitude, hein. J'ai mis La Voix de la Vengeance, j'ai lu 46 pages sur 416, c'est ma lecture en cours. Dans tous les streams qui m'ont parlé de lecture, je l'afficherai comme ça, si les gens se posent la question de ce que je suis en train de lire, au moins ils ont la réponse, et si les gens veulent en parler, on peut en parler aussi. Je vais juste répondre à Tina. No worries, I just have to catch up on my French. I hope it's still fine for me to say hi every once in a while in English. Let me know if you want to keep that in French. No, definitely you can come and say hi. I'm always happy to have you here. It's just none of my content is going to be in English going forward. So unless you, as you say, practice your French, I guess you're going to struggle with that. But definitely when you come by and say hi, I'm just going to say hi quickly to you in English. To anyone who speaks English, always welcome on my stream. That's always good. But yeah, definitely the content is not going to be in English anymore. So yeah. But always come back and say you know I love to have you here. Voilà, donc refin de la parenthèse anglais. Voilà. Donc du coup, en effet, donc ce qu'on va faire, c'est
que l'on va streamer donc sur ceci. Et on va donner donc nos avis sur les lectures. Et en fait, ben, tout simplement, on va commencer tout de suite parce que sinon, ça va être long. Et donc d'abord, je vais me lever. Beaucoup d'efforts à faire pour ce stream. Je vais me lever pour vous montrer l'intégralité des dégâts, n'est-ce pas? Donc, à côté de moi, alors forcément je bouge, le micro risque de me capter bizarrement, c'est normal. Hein. À côté de moi se trouve ma pile. Oh, c'est bien, on voit bien mon cul dans le stream. Et voilà, donc ça c'est tous les livres que j'ai lus pendant l'été. Et quand je dis l'été, je parle vraiment des 2 mois de juillet et août. Je n'ai pas inclus le mois de juin. Et heureusement, parce que je crois que c'est le mois où j'avais le plus lu. Donc si on avait dû faire 6 ou 7 livres en plus, ça aurait été une catastrophe. Et d'ailleurs, j'y avais songé jusqu'à compter le nombre de livres. Et je me suis dit, wow, juillet, août, c'est pas mal. Hein. Et encore, heureusement, j'ai pas lu tant que ça en août. C'est pour ça qu'on arrive à 10. Je crois que j'ai lu 7 en juillet et 3 en août. Donc définitivement c'est pas mal. Et faut savoir que les prochaines fois ce sera jamais aussi long parce que je pense en faire un chaque mois. Donc ce sera simplement les lectures du mois et la discussion. C'est juste que là je me suis dit que comme je n'avais lu que 3 livres au mois d'août, ce serait sympa de rajouter en plus celle de juillet. En plus ça fait thème les lectures de l'été, donc parfait. Même s'il y a littéralement à mon avis aucun livre qui est sur le thème de l'été, à part peut-être le premier. Et c'est la transition parfaite pour parler du premier livre, n'est-ce pas? Et donc je vais aller... la pile est loin. J'ai failli me... Au secours. Alors, donc nous allons parler du premier livre. Je vais le mettre de ce côté-là parce que, visiblement, je reste plutôt de l'autre côté. Donc, qui est Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Donc, le nouveau livre et 4e livre donc, de l'autrice Clara Hérault. Qui avait lu bien sûr, qui avait aussi écrit les livres Mince, ah non, il y a eu L'effet boule de neige, il y a eu Nos plus belles années, et il y a eu celui sur l'été, dont j'ai oublié le titre, il est là-bas, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Bon, heureusement, elle était vraiment juste derrière moi, elle est... est-ce que je peux montrer où est-ce qu'elle est, Clara Hérault? Non, je ne peux pas, il y a le dossier. Voilà, ça répond à la question. Donc voilà, donc Le tourbillon des possibles de Clara Hérault, c'est, si je me souviens bien, l'unique contemporain que j'ai lu durant cet été. J'en lis très peu, mais c'est Clara Hérault. Clara Hérault, ça, toujours ça me plaît, donc aucune raison de passer à côté. Le tourbillon des possibles, donc, parle de, prénom du personnage, Léonie. Comme ma cousine, voilà, je vais le retenir, c'est le prénom de ma cousine. Donc parlons de Léonie qui habite à Boulogne-sur-Mer. J'étais très contente de découvrir ça, puisque, en effet, j'ai ouvert ce livre pour découvrir qu'on partait sur Boulogne-sur-Mer, et plus précisément sur une ville un petit peu à côté de Boulogne-sur-Mer, qui s'appelle, j'ai oublié, je crois que c'est à Ardelot. Mais elle passe par Boulogne-sur-Mer, Côte d'Opale, Ardelot, c'est ça. Donc, qui habite dans la ville d'Ardelot, qui se trouve dans le nord de la France, à un petit peu plus de 20 minutes de chez moi, du coup. Donc, autant vous dire que c'est une lecture que j'avais envie de voir, parce que je lis pas souvent des livres qui se passent par chez moi. J'ai l'impression que y en a, ça, aucun problème. Par contre, à chaque fois que je tombe dessus, c'est toujours des trucs policiers avec des morts, donc super. Est-ce qu'on peut avoir des livres positifs avec pas des morts sur la Côte d'Opale? Eh bien, on peut, puisqu'il y a celui-ci. Donc voilà, nous suivons Léonie qui revient après ses études à Ardelot chez elle pour les vacances avec un seul espoir, trouver un travail dans le monde du cinéma, parce que ce qu'elle voudrait être, c'est tout ce qui est production cinématographique, donc peu importe le domaine, elle veut aider à concevoir des films, et il se pose maintenant la question très compliquée de on a fini ses études, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le marché du travail. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout le monde autour de moi trouve des stages, des boulots, etc. Et moi, pendant ce temps-là, je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Grosso modo, c'est un peu l'idée, j'ai très très fort résumé. Donc, je vais aller voir ce que j'en avais dit sur Livre Addict. Voilà, je vais m'aider de mon compte Livre Addict qui se trouve juste à côté. Je n'avais pas laissé de commentaires dessus, puisque c'est une habitude que j'ai perdue et que j'ai repris il y a très peu de temps. Toutefois, même si les notes ne sont pas représentatives d'une qualité, mais sont plutôt représentatives d'un ressenti pour ma part, je lui ai mis la note de 16 sur 20, ce qui est une bonne note. C'était un bon livre. Ce n'est pas mon préféré de Clara Hérault, et je dirais probablement même que c'est celui que j'ai le moins aimé. Excusez-moi, je me mets...
Voilà, parce que Ruth, qui est ma modératrice, me met en même temps des trucs sur Discord et il faut que je les voie. Attendez, je me permets, elle m'a mis un enregistrement de ce qu'elle entend, je vais écouter pour voir ce que ça donne. Non, ok, c'est ce que j'entendais dans mon retour, donc c'est normal. C'est vraiment juste de l'écho en fait. J'imagine qu'il faudrait que je mette des mousses ou des trucs comme ça pour absorber le son. Ça me fait un peu chier, on va pas se mentir. Parce que la mousse sur un mur, c'est un emplacement, il n'y aura pas de bibliothèque. Voilà. non, on verra comment on peut s'arranger pour le son. Je verrai s'il y a des solutions en ligne. Pour le moment, comme je suis compréhensible, je vais rester comme ça. Donc oui, donc j'avais mis 16/20 à cette lecture. Ce n'est pas mon livre préféré de Clara Hero, malgré que cela reste un très bon livre. J'ai trouvé Léonie assez agaçante comme protagoniste, et en même temps, le fait qu'elle était agaçante, quelque part, ça m'allait. J'ai vu beaucoup de gens dire que le personnage de Léonie était un personnage qui était vraiment pas très mature pour son âge. Moi qui suis plus âgée que Léonie dans le livre, alors je ne sais plus quel âge elle doit avoir 21, 22, un truc comme ça, au pire elle a 25 quoi, et encore vraiment je suis convaincue qu'elle a moins que ça. Léonie, elle est assez jeune, et oui elle est agaçante, oui elle est pas mature, bah j'ai envie de vous dire, moi j'étais pareil à son âge, et je suis peut-être encore un petit peu maintenant par ailleurs, donc ça m'a pas choquée. Il y a des gens qui sont matures dès leurs 16 ans, il y a des gens qui sont matures bien avant ça dépend de ton vécu, il y a des gens qui sont matures quand ils ont 18 ans, comme si 18 ans c'était un âge magique auquel la maturité est arrivée. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Et il y a des gens qui juste mettent du temps à être matures. Et pour le coup, Léonie, bah, elle est encore dans ce processus. Et du coup, ben, elle m'a beaucoup plu sur ça. Parce que oui, elle est agaçante, mais c'est ce qui fait qu'elle est humaine. Et moi, j'ai bien aimé avoir justement un personnage agaçant. Ça peut paraître bizarre, parce que normalement, un personnage agaçant, t'as envie plutôt qu'elle la ferme, que arrête. Donc voilà. Après, je me suis pas trop retrouvée dans son histoire, principalement parce que personnellement, j'ai eu beaucoup de chance en termes de recherche de travail. C'est quelque chose que je n'ai pas connu, donc sur lequel j'ai pu avoir de l'empathie avec elle, mais en même temps pas de la compréhension totale. D'autant que je trouve qu'elle dramatise un petit peu. Elle trouve quand même son métier pendant les 2 mois d'été. Hein, c'est quand même vachement rapide. C'est quasiment peu ou prou le temps que ça m'a pris pour trouver mon métier personnellement. Hein, donc moi je me considère chanceuse d'avoir trouvé en si peu de temps. Je pense qu'elle le devrait aussi. Mais bon, c'est pour le bien du roman, on peut pas faire durer ça pendant 6 mois. Moi je le vois comme un truc, un procédé narratif et scénaristique plutôt que comme un réel défaut. Donc voilà, donc ce n'est pas mon roman préféré de Clara Hero. Je pense que de toute façon, mon roman préféré de Clara Hero, c'est et ça restera toujours Nos plus belles années pour la justesse et le message, suivi par L'effet boule de neige, qui vraiment m'a fait kiffer et beaucoup plus positif. Et après, je pense que c'est un peu kiff-kiff entre les deux autres, entre Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et j'ai déjà oublié, Le tourbillon des possibles. En tout cas, ça reste un livre contemporain, young adulte, qui parle de la recherche d'emploi et du fait d'être paumé après ses études. Et juste pour ça, déjà, c'est quelque chose, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas, on en parle de façon moins romancée, je pense. Ça a un côté plus théorique d'habitude, alors que là, c'est vraiment juste quelqu'un qui vit ça. Je trouve que c'est pas mal d'aborder le sujet. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la première lecture. Je vais le poser sur le côté, hein, je vais faire un truc très simple, je récupère les livres ici, je les pose ici à la fin. Et il faut savoir qu'ils sont dans l'ordre de lecture. Voilà, je ne me suis pas embêtée, ils sont dans l'ordre de lecture, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc ça, c'est le livre que techniquement j'ai lu en juin, parce que je l'ai fini le 1er juillet, mais comme je l'ai fini le 1er juillet, je l'ai compté comme une lecture de juillet. Je bois un coup et on passe à la suite. Hop là. Donc, après avoir lu ce contemporain, j'ai fait une lecture un peu différente avec La ville de Braise et de Croc. Et là, je vais pas vous mentir, je pense que probablement dû à cause de mon métier qui est très stressant pendant l'été, puisqu'on a énormément de clients. Il faut savoir que je travaille dans le transport maritime et que du coup, qui dit transport maritime dit pendant les vacances, il y a des touristes, donc il y a du monde. Ça peut être stressant, en tout cas c'est très prenant en termes d'énergie, ne serait-ce que ça, d'énergie physique comme mentale, surtout mentale d'ailleurs. Donc je vais pas vous mentir, j'étais pas totalement attentive à ce que je faisais pendant l'été, et je me souviens pas totalement de ce livre-là. Je me souviens vite fait de quoi ça parle,
Je sais qu'il est question donc de personnes qui, durant un genre d'incident sanitaire ou d'une comète ou je sais pas quoi, en tout cas un événement qui a fait que ces gens-là ne vieillissaient plus et ne mouraient pas. Donc ces gens-là se sont retrouvés liés à un animal, qui sont des animaux qui sont du coup eux aussi immortels, qui sont totalement liés à la personne avec qui ils ont justement tissé ce lien, qui du coup partagent un lien très fort, et ces animaux du coup sont notamment capables de parole et peuvent avoir des pouvoirs, en tout cas des capacités un petit peu spéciales. Et donc nous suivons les aventures de prénoms. Les prénoms c'est mon problème, même dans la vraie vie comme dans les romans. Donc nous suivons Cécile Gauthier et sa chatte Sémiramis, qui donc est une des rares chattes qui est née après l'incident. Car il faut savoir que les animaux comme les humains qui sont devenus mortels sont incapables de se reproduire normalement. Il n'y a que quelques cas recensés d'animaux qui ont réussi à se reproduire, je crois qu'il y en a 3 recensés, et aucun pour les humains. Et donc, après la perte de son premier familier Merlin, elle a assisté à la naissance de cette petite chatte, et cette chatte s'est nouée à elle à nouveau. Et donc, elle, qui est une enquêtrice à la base, va devoir faire donc une enquête avec prénom, c'est terrible, donc l'adjoint Frémont, qui a un lynx. Donc du coup, sur la couverture, on voit ici Cécile et Sémiramis. Et donc ici, nous avons Frémont et son familier qui est un lynx. Bref, un petit chat et un gros chat. Et du coup, c'est surprenant que je t'en ai pas parlé, Marie, parce que c'est quand même un livre avec 2 chats. Finalement, quand on y réfléchit, normalement, je te parle d'une chose avec des chats. Mais bon, écoute, on fait qu'est-ce qu'on peut. Et du coup, oui, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc si je regarde combien je lui ai mis, donc encore une fois, ce n'est pas une note de qualité, c'est une note de ressenti, je lui avais mis un 15. Alors, je ne me rappelle pas pourquoi j'ai mis 15, je crois que j'ai mis 15 parce que j'avais bien aimé le côté enquête, j'avais bien aimé les enjeux, mais j'avais peut-être trouvé ça trop lent dans sa réalisation, et surtout m'étais un petit peu perdue, ce qui est peut-être un problème qui est lié à moi et non pas au livre. Genre, je m'étais un petit peu perdue dans l'enquête à un moment. J'ai mis 1 semaine pour le lire, ce qui est plutôt rapide en ce moment pour moi, donc ça me choque pas. En tout cas, j'avais tout de même bien aimé le principe, j'avais bien aimé le contexte. C'est un livre qui est très très bon. J'ai bien aimé la plume aussi, la plume elle était simple, elle était efficace. J'arriverais pas trop vraiment à savoir qu'est-ce qui a fait que j'ai retiré les points. Je pense que c'est juste un ressenti global. Et peut-être le fait qu'il y ait quand même grosso modo une histoire d'amour qui, pour moi, n'avait pas forcément lieu d'être et qui sortait un peu de nulle part. Enfin, c'est pas officiellement une histoire d'amour, mais tu la sens, elle est là. Je crois pas qu'il y ait de baiser, je crois pas qu'il y ait de déclaration, mais on sait très bien, en fait, de quoi ça en retourne. Hein. Je veux dire, à un moment, tu fais une enquête, t'as un flic femme, enfin, c'est pas vraiment des flics, mais t'as un flic femme, t'as un flic mec. C'est bon, on a tous vu Bones et Castle et etc. Un série ici, série policière où il y a un homme et une femme. Donc, donc voilà, moi qui aime bien plutôt les trucs policiers, mais à petite dose, ça a été mon côté enquête de l'été. C'était un bon moment passé. Mais encore une fois, je pense qu'il était plus question de moi, mon ressenti lorsque je l'ai lu. Et que du coup, en fait, début de l'été, on savait pas ce qui nous attendait. Finalement, l'été s'est super bien passé d'ailleurs. Les clients, ils ont été vraiment pas chiants. C'est peut-être l'été le moins embêtant qu'on ait eu en termes de clientèle. Mais bon, forcément, début de l'été, tu sais pas ce qui t'attend, et je pense que j'étais un petit peu préoccupée. Et du coup, je l'ai pas totalement aimé à sa juste valeur. Je pense que si je devais relire, possiblement, il monterait en note. Parce que c'était mon ressenti sur l'instant, et sur l'instant, je pense que j'étais tout simplement pas forcément dedans. Après ça, j'ai lu. Vous allez voir que mes notes de ressenti, on sent que mon été, il était un peu mitigé parce que je mets quasiment jamais des notes comme ça d'habitude. On a La Bénie de Césarée, donc le premier tome de la saga Démos, donc dans lequel se trouve un autre tome qui n'est pas un tome 2, c'est un tome compagnon qui s'appelle Le Prince sans terre. Donc l'escrisseur ici a écrit plusieurs livres dans son univers qui sont des tomes qui peuvent se lire indépendamment. Personnellement, j'ai choisi de les lire dans l'ordre de sortie parce que
bah je trouve ça plus simple en fait, et je trouve ça plus logique, et de toute façon j'ai des tocs, donc j'ai du mal à lire un truc quand c'est pas par ordre de sortie, c'est tout, c'est comme ça. Donc, déjà c'est un Gulfstream, ce qui veut dire qu'il est absolument magnifique. Bon, alors absolument magnifique, mais je vais éteindre le côté, voilà. Malheureusement, comme souvent avec les dorures se barrent un peu, et d'ailleurs c'est la première fois que je vois des dorures de tranche se barrer à ce point. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah là là. Allez, encore un. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait pour que les dorures de... Non, c'est pas du dos, pardon, pas de la tranche. Je sais pas ce que j'ai fait pour que les dorures du dos se barrent comme ça. Parce que autant la couverture, je comprends, je mettais mes doigts partout, autant, normalement, là, je mets pas trop mes doigts. Enfin bref. Avec un très beau jaspage, voilà, de toute façon, de Saxus. De Saxus, n'importe quoi. Je pensais à De Saxus parce que j'ai un De Saxus qui est magnifique aussi juste après qui arrive. Gulfstream, donc pas du tout pareil. Gulfstream, ils font toujours de la qualité. C'est une des maisons d'édition que j'aime le plus en ce moment. Vraiment, je les aime. De toute façon, toutes les sorties que j'attends le mois prochain quasiment, c'est du Gulfstream. Donc à un moment, voilà. Et du coup, voilà. Donc, la Bénie de Césarée, très précisément, parle de Verina. Donc, Verina qui est l'impératrice de Césarée. Oui, on suit une impératrice. Il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de noble ici. C'est une dirigeante. C'est elle qui est à la tête du pays. Et donc, elle a énormément de poids sur les épaules, et notamment parce qu'il y a un conflit qui dure depuis des années et des années avec le royaume de... Donc son royaume elle s'appelle Césarée, hein, c'est le nom du dieu qu'elle worship, je sais plus le mot en français, et c'est aussi le nom du pays, et le deuxième royaume avec qui ils sont perpétuellement en guerre, c'est donc Arthos, voilà, j'ai retrouvé dans le résumé. Donc voilà, et donc en fait, elle est au milieu des complots, notamment par les autres nobles et par les membres de son conseil, avec une grosse inspiration pour son pays, et je dis bien pour son pays car les autres pays ça a l'air d'être différent, sur le fonctionnement de la Rome antique, avec notamment ici son conseil est en réalité plutôt comme un sénat, donc avec un côté très très donc comme ça sénateur, avec des réunions, et elle serait l'impératrice qui siège à ce conseil. Donc il y a des complots contre elle constamment, et en fait c'est là qu'on est sur qu'est-ce que moi je suis impératrice, qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour mon pouvoir, qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour mon pays, qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour moi, car il est constamment question de sacrifice. Il y a des moments où je me suis dit, oh, elle prend vraiment des décisions à la con, hein, vous me passerez l'expression, mais c'est normal, c'est parce que elle ne voit pas d'autre façon de faire, parce qu'elle n'a connu toujours que l'envie de récupérer de la puissance. Et en fait, elle a un genre de soif de pouvoir qui est finalement insatiable. Elle veut limite devenir une nouvelle déesse. Et donc, elle va apprendre, notamment grâce à un prisonnier qui est le prince bâtard de Arthos, peut-être à renouer avec son humanité, mais la question se pose de savoir si oui ou non elle en a envie, et si oui ou non elle va le faire. Très sympa. J'ai un petit bémol sur la relation entre du coup Verina et comment s'appelle-t-il, Kiaran, qui est donc le prince d'Arthos, qui est prisonnier du royaume de Césarée. Mais j'ai bien aimé le côté intrigue politique, j'ai été vraiment prise. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait des pouvoirs parce qu'elle est l'élue d'un dieu et que ce dieu lui parle dans la tête, parce que ça je l'ai pas dit, mais en effet elle a un lien très particulier avec Césarée qui est un personnage qui m'a fait mourir de rire. Il est puissant et en même temps il est petty. Comment on dit petty en français? Il est genre un peu moqueur par moment, en mode mais qu'est-ce que tu branles ma fille, voilà, un truc un peu comme ça, en mode mais tu te rends compte que t'es débile, mais il faut que tu me suis parce que c'est moi l'important, parce que c'est moi le dieu, enfin il y a un petit côté un peu comme ça. C'est résumé très 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 vite fait parce qu'encore une fois c'était le début de l'été, les souvenirs sont un peu partis et j'étais un peu encore une fois préoccupée mentalement à cette époque par l'été qui arrivait, mais en tout cas je sais que je l'ai bien aimé. Je lui ai donné 16 sur 20 sur Livre Addict, et à la réflexion je pense que je devrais le monter à 17 plutôt, parce qu'il mérite pas d'être sur une note en soi 16, c'est ce que j'ai mis au tourbillon des possibles. Pour moi j'ai moins aimé le tourbillon des possibles, pour moi donc du coup la Bénie de Césarée mériterait d'être à 17. Donc voilà, donc ça c'était l'une de mes lectures.
encore une fois, une où je me souviens pas totalement de tout. Vraiment, je lisais et des fois j'oubliais ce que j'avais lu la veille, c'était terrible. Tellement je lisais, mais par réflexe en fait. Je lisais, ça me faisait plaisir de lire, mais je retenais rien. Alors que d'ordinaire, mais je suis mais incollable sur les livres que j'ai lus. Tu peux me poser des questions sur les Hunger Games que j'ai pas lu depuis 6 ans, possiblement je vais avoir la réponse. Mais donc voilà, je ne sais pas, en ce moment, ça fonctionnait pas. Peut-être que je le relirai un jour. J'aimerais bien lire Le Prince sans terre avant et relire La Bénie Césarée pour voir. Mais bon, j'ai tellement de livres dans ma palle que les relectures, c'est pas pour tout de suite. Et donc ensuite, on passe sur un petit peu un ovni dans mon mois, qui est Paternoster de Julia Richard. Donc à savoir que j'avais déjà lu Carne de cette autrice, qui était un roman qui était lui aussi étrange et très dérangeant. Je pense que c'est un petit peu le style de l'autrice, c'est de venir te titiller avec des choses que tu ne connais pas, qui sont un petit peu dérangeantes. Paternoster, donc c'est le nom de l'homme de qui elle va tomber amoureuse. Donc son nom de famille, Dana, va tomber amoureuse du fils de la famille Paternoster. Et on va suivre donc Dana dans une série de flashbacks, notamment sur comment elle en est venue à date cet homme-là, pendant que dans le présent, elle est en train de faire la connaissance de sa famille. Elle est partie en vacances avec lui pour rencontrer ses parents pendant plusieurs semaines dans leur maison familiale. Et on va pas se mentir, c'est une famille qui est plus qu'étrange, qui semble avoir des secrets. Elle ne va pas beaucoup s'intégrer au début et en même temps, à chaque fois qu'elle veut partir, elle n'arrive pas à partir. Et voilà. Et tout simplement, en fait, je ne sais pas trop comment le résumer autrement que ça. C'est très prenant, on se pose toujours la question. Il y a un côté un peu dérangeant à certains moments. Parce qu'on s'interroge nous-mêmes sur qui est cette famille. Et en même temps, on a un peu l'impression que cette famille, ça peut être toutes les familles. Très gros propos sur l'intégration, non seulement familiale, mais aussi de façon plus large l'intégration. Parce qu'il faut savoir donc, que Dana est une personne racisée, donc je crois qu'elle est d'origine arabe, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle n'est pas française d'origine. En tout cas, pas, elle est née en France, il me semble, mais elle n'est pas purement française. Elle a de la famille qui est quelque part en Afrique du Nord, il me semble. En tout cas, dans le pays d'origine d'où vient sa famille. Et les Paternoster, eux, sont une famille parfaitement blanche. Donc il y a aussi cette question de l'intégration qui est là. Est-ce qu'elle est comme les Français, donc sous-entendu les blancs, ou est-ce qu'elle est comme les pas français, sous-entendu les pas blancs? C'est très vite résumé, hein, attention, parce que je dis ça de façon à vous résumer très rapidement, mais en tout cas, il est aussi question de ça. J'ai beaucoup aimé, c'était très étrange, donc je lui ai mis 15. C'est pas 15 de dépit, c'est pas 15 parce que je l'ai pas senti, c'est 15 parce que j'ai pas su quoi en penser à la fin. Et pour moi, du coup, c'est un 15 qui est un 15 excellent. Parce que c'est un livre qui m'a perdu, mais qui m'a perdu dans le bon sens. Voilà, et je sais pas trop quoi dire de plus dessus parce qu'il est vraiment tellement étrange que je risquerais de spoiler en fait le livre et c'est pas mon but. Donc voilà, donc je vais juste me contenter de dire que j'ai été dérangée et que c'était très bien. Voilà, c'est un petit peu résumé. J'ai été dérangée, c'était bizarre, mais c'était bien. Alors, donc ensuite, on va passer au suivant. Alors, attendez, parce que du coup, il faudrait que je mette en même temps ma vue modérateur et des trucs comme ça en même temps. Voilà. J'ai Livre Addict à côté. En fait, sur un écran, j'ai Streamlabs, que je devrais peut-être pas forcément avoir en fait. Mais bon, j'ai Streamlabs sur un écran. Et sur un autre, j'ai tout ce qui est mes vues modérateurs sur Twitch directement et mon Livre Addict pour voir les notes que j'ai mis. Bref, donc nous passons ensuite au livre suivant. Et le livre suivant, c'est le dernier tome de la saga Les Travaux d'Apollon. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais mis du temps à la finir cette saga. Parce que pour vous dire, j'ai commencé à refaire une relecture d'abord des Percy Jackson, puis des Héros de l'Olympe, etc., etc. Livre de Craig Jordan avec Marie, ici présente ma modératrice. Puisque, en fait, quand on a repris la lecture, on s'est dit « Ah, mais j'ai trop envie de lire la suite qu'on avait manqué pendant notre grosse panne lecture de 7 ans. » Parce qu'on a eu toutes les deux la même panne lecture, en fait. On a arrêté et repris en même temps à peu près. Et donc on s'était dit, oh là là, j'ai trop envie de découvrir Percy Jackson, c'était trop bien, j'ai trop envie de découvrir les sagas qui font suite. Donc en fait on a décidé de reprendre les Percy Jackson, reprendre les Héros de l'Olympe qu'on avait lu toutes les deux, elle pas entièrement, moi oui, et ensuite de compléter avec Magnus Chase et les Travaux d'Apollon.
Ce qui nous laisse quelques livres. Alors, à savoir que ça, je l'ai pas lu en LC avec elle parce que elle m'a pas attendu. En fait, j'avais lu le tome 4 sans elle, parce qu'elle était vraiment indisponible pour lire, et j'étais pas passée au tome 5. Je l'avais attendue pour le tome 5. Elle a lu le tome 4, elle a enchaîné avec le tome 5, donc résultat, c'est elle qui m'a pas attendu à la fin. Voilà, petite vengeance de pas l'avoir attendue, j'imagine. Donc, et pour vous dire, les travaux d'Apollon, on l'a commencé il y a un petit moment, parce que normalement, je les avais encore ici, et non, je les ai désépinglés. En tout cas, je les ai lus il y a un petit moment. Donc le dernier tome des travaux d'Apollon qui s'intitule La dernière épreuve. Et je tiens à faire un petit disclaimer sur ce titre. Comment ça la dernière épreuve? Comment ça le titre c'est La dernière épreuve? Oui d'accord, c'est une épreuve. Oui d'accord, c'est le dernier tome de la saga. Mais en anglais il s'appelle The Tower of Nero. Et The Tower of Nero ça veut pas dire la dernière épreuve, ça veut dire la tour de Néron. Et alors, je comprends que des fois, on ne puisse pas garder des titres, ou c'est plus explicite de les changer quand tu passes en version française. Mais là, franchement, vraiment, est-ce qu'on avait besoin que le titre nous précise au fait, c'est la fin de la saga, hein, sachez-le. C'est bon, on a tous internet maintenant, je veux dire, ok, il n'est pas sorti en 2025, il est sorti en, allez, attention, en quelle année est-il sorti? Il est sorti en 2020, il y a 5 ans, on avait déjà tous internet, on avait déjà tous les réseaux sociaux, on était tous capables de regarder sur Wikipédia si oui ou non c'était l'année de la saga. Bref. Juste un petit coup de gueule comme ça. Sinon, à part ça, très bonne lecture, très bon livre, toujours aussi bon. De toute façon, moi, les Rick Riordan, toujours, j'ai jamais rien à dire de mal dessus. C'est des livres que j'affectionne particulièrement. Ça m'a énormément forgé lorsque j'étais notamment au collège et un petit peu au lycée aussi. Ils m'ont énormément marqué. Avec le recul, probablement même plus que les Harry Potter. Parce que les Harry Potter, c'était giga bien, mais en même temps, ça m'a pas accroché. Alors, en dehors du fait que j'ai décroché aussi avec J.K. Rowling, qui est la personne qu'elle est, de façon générale, la saga Harry Potter, qui pourtant est la saga qu'on cite généralement comme c'est la saga de mon enfance, etc., bah avec le recul, oui, et en même temps, pas autant que les Percy Jackson. Pour moi, c'est vraiment les Percy Jackson, et peut-être d'autres livres avant les Percy Jackson, parce que j'ai découvert les Percy Jackson au début de la publication des Héros de l'Olympe, donc la première saga était déjà totalement sortie. Bah c'est quand même, je pense, celui qui m'a le plus marqué dans ma construction. Et donc la dernière épreuve, Apollon doit réussir à arrêter donc Néron, qui est le grand méchant de cette saga, tout en emportant différents fardeaux, le fait d'être actuellement humain, le fait d'avoir du coup une humanité grandissante, et aussi des choses extrêmement sérieuses comme notamment le deuil. Je ne dirai pas plus sur le deuil car c'est un rapport avec un livre précédent et bon, ça laisse sous-entendre ce que laisse sous-entendre, mais en tout cas, c'est un deuil qui est très très présent. On parle régulièrement d'un personnage qui est décédé précédemment et qui est vraiment marquant dans la saga, ne serait-ce que pour ça. Donc pour ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage d'Apollon, c'est pas mon personnage préféré, clairement, parmi les protagonistes des Percy Jackson. De toute façon, personne ne peut réussir à vaincre Percy. Il y a une raison pour laquelle la saga suivante, c'est Retour sur Percy. Mais en tout cas, il reste très attachant, il reste très sympa. En plus, j'adore Apollon en tant que dieu de façon générale, donc je kiffe quand même. Tu sens quand même que c'est du jeunesse, que ça a un petit peu gagné en maturité avec les années, avec le lectorat, et en même temps, pas totalement. Il reste sur son but public cible de base. Je pense pas qu'un jour les Percy Jackson seront full adultes. Et ceci, même si techniquement, dans la saga qui fait suite, Percy est à l'université, donc normalement plutôt du young adulte, je pense que ça reste du jeunesse, ça restera du jeunesse. Toujours est-il que vraiment très bon, j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver le camp des 100 mêlés puisqu'il revient dans ce tome-ci, j'ai adoré énormément de choses. J'ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, tout simplement parce que c'est pas forcément mon préféré de la saga. Ne serait-ce même que pour ces 5 tomes-là des travaux d'Apollon, je pense que mon préféré c'est le 3e et peut-être le premier aussi, ex aequo. Ça joue entre le premier et le 3e. Avec en bon dernier le 2e qui m'a vraiment saoulé. On a failli décrocher avec Marie à l'époque où on faisait la LC du 2e tome. Je pense que Marie va immédiatement mettre un message en mode oui, c'est vrai. Mais voilà, donc très bonne conclusion à la saga. J'ai fort hâte du coup de lire le tome suivant qui est un livre qui se concentre sur
un de mes personnages préférés qui est Nico D'Angelo, parce qu'il y a un tome unique sur... peut-être même pas unique, parce que je crois qu'il y a un deuxième tome sur lui qui va sortir, mais en tout cas, un premier tome d'une possible saga sur Nico D'Angelo, qui est un personnage que j'aime énormément, qui est extrêmement profond, donc je suis ravie d'avoir fini ça pour passer à la suite aussi, et je pense que on reparlera de tout ça. Possiblement plus tard, parce qu'il y a un monde où c'est une LC avec Marie à nouveau. Peut-être que maintenant qu'on a tous les deux le temps de le faire, on va reprendre le fait que ce soit DLC, mais pour ça, il faudrait qu'on finisse les DLC qu'on a prévu avant. C'est pas du tout un message très subtil, Marie, pour te dire que on a des DLC à faire. Attendez, je me permets, parce que j'ai en même temps des petits messages sur les réseaux sociaux. Je regarde au cas où il y a un petit problème ou quoi, mais ça a l'air d'aller. Non, tout va bien. Parfait. Je préfère regarder toujours, hein, on sait jamais. I know. Bah oui, you know, mais faut qu'on le fasse. Donc tu finis tes chats aujourd'hui, tu m'as dit, bah après tes chats on fait la LC peut-être, si ça te dit. Ok, donc ensuite, on va passer. Ah oui, donc je vous ai pas donné les dates de lecture. Donc, Les Travaux d'Apollon, c'est le livre que j'ai lu, que j'ai terminé le 22 juillet. Donc là, on est encore sur le mois de juillet. Et il me reste 2 livres sur le mois de juillet. Et donc, le dernier roman, parce que l'autre n'est pas un roman, c'est Flower Heart, qui est donc Cœur en fleurs, on peut appeler ça comme ça, qui est un roman de Catherine Bakewell, publié par Big Bang. Je sais pas pourquoi là je le dis alors que je l'ai pas dit sur les autres. Et qui est donc un roman dans lequel on suit Clara qui possède de la magie mais qui ne la maîtrise pas car toute sa vie, sa magie n'en a fait qu'à sa tête et elle n'a jamais été capable de la brider. Et donc Clara va accidentellement lancer un maléfice sur son père, lui insérant dans le cœur une fleur, et il va lui rester donc une seule solution avant de perdre ses pouvoirs, essayer à tout prix de le guérir, avant de renoncer du coup à sa magie dont elle ne veut plus, car elle la considère comme trop dangereuse. Et pour cela, elle va avoir l'aide de Xavier, qui est son ancien ami d'enfance avec qui elle a perdu contact et qui aujourd'hui est devenu un maître de magie. C'était vraiment bien. C'est de la romantaisie. Je ne sais pas si c'est marketé comme ça, pour moi c'est de la romantaisie. Le plus important dans l'histoire, ça reste, en dehors de l'histoire de Clara qui veut manier ses pouvoirs et ou s'en débarrasser, ça reste le couple qui est principal, de toute façon, en résumé, on le sentait. J'ai adoré la relation entre les deux, j'ai vraiment beaucoup aimé le principe de la magie, le fait que la magie de Clara soit aussi revêche, et surtout pourquoi elle est revêche, qu'est-ce qui fait et qu'elle est revêche comme ça, qu'est-ce qu'elle peut faire pour réussir à régler la question. J'ai vraiment beaucoup aimé le côté très floral du livre, donnait un côté un petit peu cosy, un côté un petit peu cosy fantasy dans ce livre. Personnellement, j'adore. Non, vraiment, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur relation. Très peu d'enjeux, mais normal pour un truc que je considère comme plutôt cosy. Donc ça me choque pas. J'ai mis 17 sur 20 parce que malgré tout, je pense qu'on peut faire mieux dans le genre. Mais vraiment une bonne lecture. Personnellement, je recommande. C'est vraiment quelque chose de très sympa. C'est très cool à lire, notamment au printemps et en été, si vous êtes des gens qui lisaient selon les saisons. Et j'ai l'impression que mon nez commence à être pris, ça va être un problème. Donc voilà, donc petite pause de glouglou, n'est-ce pas? Parce que je parle et je me déshydrate. Wow, l'eau qui fait glouc, mon dieu, terrifiant. Au micro, ça devait donner quelque chose de terrible. Donc, ma lecture suivante et la dernière lecture de juillet, c'est une non-fiction puisque c'est le livre sur les tropes de Alice Doublié, donc Alice Doublié qui est l'autrice de la duologie Elle et la cendre et... non, Elle et le feu d'abord, puis tome 2, Elle et la cendre. Donc ici publié par Brajlon, sa saga Elle et Feu/Cendre, publié par Hachette. J'arrive, je vais avoir besoin de mon pouvoir. 2 secondes.
suis de retour, heureusement il y avait des mouchoirs pas loin. Donc oui, donc trope, les secrets d'écriture de la romance et de la romantaisie. Donc un trope, pour ceux qui ne savent pas, c'est un schéma narratif. Un schéma narratif qui peut se retrouver dans plusieurs histoires, puisque ce sont ici des outils de travail. Donc on peut avoir des tropes qui vont se retrouver écrits différemment dans plusieurs sagas. Je pense par exemple au trope qui est le plus à la mode en ce moment, c'est le fameux Enemies to Lovers. On l'a vu décliner de 40 000 façons. On sait tous très bien que la plupart du temps, d'ailleurs, c'est pas du vrai Enemies to Lovers, parce que du vrai Enemies to Lovers, il y en a très peu. Insérer ici la meilleure saga de Enemies to Lovers qui est Prince Captif. Attention au trigger warning, mais meilleur Enemies to Lovers parce que c'est un des rares qui respecte vraiment le côté enemies et ensuite lovers. Dans le sens vraiment premier du terme, parce que souvent les enemies, il y a des quiproquos et des machins, enfin voilà, c'est pas totalement enemies to lovers, hein, on va pas se mentir. Toujours est-il que, donc ici des tropes qui nous sont expliqués avec des petits tips et des petites remarques qui viennent d'auteuristes francophones et d'auteuristes internationales. Donc voilà, personnellement je connaissais déjà toutes les tropes qui ont été présentées. Je n'ai pas trop appris grand chose du coup, mais en tout cas c'était très très sympa de voir ce qu'elles avaient à en dire, de voir quelles tropes ont été sélectionnées aussi. Très triste parce que mon trope favori qui est le Sun and Moon n'était pas dedans, alors que ce serait mon rêve, mais il faut que je trouve une histoire pour aller avec, mais mon rêve d'écrire une histoire vraiment Sun and Moon, mais vraiment littérale, une vraie histoire d'amour entre le soleil et la lune, ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais ça doit arriver un jour. Il faut juste que je trouve comment le faire. Toujours est-il très intéressant quand même. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur justement ce qu'est une trope, quelle trope on peut avoir, et notamment dans le cadre des histoires romantiques, qu'elles soient romance ou romantaisie, très bon livre pour ça. Et nous passons ensuite à mes 3 lectures du mois d'août. Donc on va faire un petit résumé d'abord de juillet. Juillet, comme vous avez pu le voir, j'en ai lu 7, donc c'est plutôt pas mal. En termes de notes, on était quand même sur du bon, hein, sachant que sur Livre Addict, c'est considéré que un livre est considéré comme moyen à partir de 14, je crois, et comme mauvais à partir de 11 ou 12. Donc là, on est quand même sur du bon, mais pas de l'excellence, à part Flower Heart et Apollon qui ont été dans la catégorie très bon. Mais pour ma part, j'ai pas eu de déception avec ces livres, contrairement à ce qui va arriver au mois d'août. Je n'ai lu que 3 livres au mois d'août, et il faut savoir que 2 livres sur 3 ont été une déception. Pas forcément des mauvais livres, mais des déceptions. Et c'est notamment à partir de là que j'ai repris les commentaires sur Livre Addict, donc je pense qu'en introduction, je vais vous lire les commentaires que j'ai mis à chaque fois, sachant que je mets le moins de spoilers possible, et que si spoiler il y a, ici je les tairai. Nous allons commencer par le tome 2 de La Tisseuse de Mélodie. Donc le tome 2 de La Tisseuse de Mélodie, je lui ai mis 13 sur 20 sur Livre Addict. Et je pense que j'ai été gentille, parce que j'avais bien aimé le premier, et que donc j'aimais bien les bases du roman à l'origine. La Tisseuse de Mélodie, pour vous dire, je vais regarder combien j'avais mis au tome 1. Alors, sur le tome 1, je lui avais mis un 19. Donc on est passé du 19 à 13, c'est une chute libre. Qu'est-ce qui s'est passé avec La Tisseuse de Mélodie ? Bah déjà, Marie vous le dira, j'ai eu du mal à lire. J'ai mis des jours et des jours et des jours à le lire. J'ai commencé à le lire le 29 juillet, je l'ai fini le 10, ça m'a pris 2 semaines pour le finir. C'est énorme pour moi de lire un livre en 2 semaines. Et comme j'ai lu que 3 livres en août, vous vous doutez bien, c'est pas le dernier à être dans le cas. Je vais vous lire ce que j'en ai dit, et on va commenter le commentaire. On va commenter le commentaire. Donc ce que j'en ai dit, c'est: un deuxième tome assez décevant, la plume est parfois agaçante sur sa construction, mais offre un vocabulaire toujours riche. On se perd parfois dans l'intrigue principale, et les intrigues secondaires semblent n'exister que pour remplir ce tome, et certaines ne vont nulle part. La saga aurait gagné à être un tome unique moins développé, ou à s'étoffer dans une trilogie. Et je pense que le gros du problème, c'est ça, c'est que c'est une duologie, ce qui est quelque part logique pour une primo-autrice, notamment chez Hachette Roman, qui n'est pas forcément connue pour publier des sagas, hein. On a La Passeuse de mots, mais c'est plutôt une exception que la règle.
Et donc, la tisseuse de mélodie, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier, je me demandais où ça allait aller, et ben franchement, c'est allé droit dans le mur. C'est un peu dur dit comme ça, je le pense pas totalement en ces termes, mais en tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé la plume assez agaçante par moments, notamment sur tout ce qui est question de ponctuation. Lorsqu'on forme une phrase, on va revenir à un cours de linguistique plutôt simplé. Attention, j'ai fait de la linguistique, mais c'était il y a longtemps, donc peut-être que je vais dire un peu des conneries. Mais toujours est-il qu'en linguistique, on considère qu'une phrase est constituée d'une à plusieurs propositions. Qu'est-ce que c'est une proposition? Sujet, verbe, complément, entre parenthèses, complément. Une proposition, c'est étape 1, une première phrase avec un premier sujet, un premier verbe, des possibles compléments. Étape 2, une autre partie de phrase, avec une virgule ou pas du tout, avec un sujet, un verbe, possiblement des compléments, sachant qu'une proposition peut être le complément d'une autre. Exemple, je ne peux pas, virgule, j'ai aquaponé. Proposition 1, je ne peux pas. Proposition 2, j'ai aquaponé. Deux propositions. Exemple 2, je ne peux pas parce que j'ai aquaponé. Je ne peux pas parce que, deuxième proposition, aquaponé. Enfin, j'ai aquaponé. Évidemment, c'est très simpliste. Il y a d'autres façons de créer des phrases et on n'est pas toujours obligé de respecter les règles. C'est un des fondements lorsqu'on fait de la création. On apprend les règles, on respecte les règles, on joue avec les règles, on tend la limite des règles, on brise les règles. Il y a un moment, toute règle est faite pour être brisée. Il faut juste voir comment. Et là, pour moi, ça n'a pas été bien fait. Donc, comme je vous disais avec les propositions, par exemple, en termes de phrases, j'ai eu énormément de phrases qui n'étaient pas des propositions et qui, pour moi, auraient dû être non pas des phrases, mais des parties de phrases avec des virgules. Je vais vous dire un exemple qui vient pas forcément du livre, mais je n'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir, point. De courir dans la rue, point. De partir vers la mer, point. Et de prendre le premier bateau, point. C'est lourd. Pour moi, c'est trop lourd de mettre des points à chaque proposition comme ça. Je sais que ça peut être un effet de style. Moi-même, des fois, je l'utilise, cet effet de style. Mais je sais pas, là, la façon dont c'était fait, je pense que c'était trop souvent, en fait. C'était régulièrement. J'avais un moment, surtout au début du livre, peut-être qu'après je me suis habituée, ou alors après il y en avait beaucoup moins, mais en fait, je crois qu'il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de virgule dans ce livre. C'est que des points. Et ça, c'était super agaçant. Ça m'a un petit peu gâché le début du roman, encore une fois. Alors, soit je me suis habituée pour la suite, soit c'était juste un défaut de la première partie. Mais en tout cas, ça m'a pas aidé à me mettre dedans, ça c'est certain. On se retrouve avec plusieurs intrigues, notamment des intrigues qui n'existaient pas dans le premier tome. Ça, pourquoi pas. Un tome, pour moi, est censé avoir ses intrigues propres aussi. Cependant, il y en a beaucoup trop, et elles sont pas assez développées. Il est question... Attention, un petit peu de spoiler, il est question d'une révolution. La révolution à la fin, elle ne sert à rien. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en advient, est-ce qu'elle continue, est-ce qu'elle prend fin, est-ce que les révolutionnaires sont arrêtés, est-ce que les révolutionnaires changent d'idée, est-ce qu'on s'entend, voilà, donc tout a un build-up sur une révolution qui, entre guillemets, n'a pas lieu. Je ne dis pas qu'il n'y a rien du tout, mais vachement peu par rapport à ce que j'en attendais, en tout cas personnellement. On nous introduit des personnages qui n'existaient pas avant. Tout ça pour qu'ils ne servent pas à grand chose ou alors servent à un petit truc. Mais vous savez, on se dit pas, ah ok, ils sont servis à ce moment-là parce qu'ils étaient cruciaux à ce moment-là. Il y a plus ce côté de, ok, ils ont servi à ce moment-là parce qu'ils avaient besoin d'un personnage pour donner l'information à l'autre. Et probablement que c'est pas vraiment le cas, c'est pas comme ça que le personnage a été pensé. En tout cas, je ne pense pas que ça a été imaginé de la sorte. Mais c'est l'effet que ça fait. Et ça m'a agacée. Je me suis dit, mais dans ce cas-là, ce personnage, pas il sert à rien, mais il est sous-développé, il aurait eu une meilleure utilité autrement. Et en fait, c'est aussi lié avec les sous-intrigues qui n'aboutissent pas. Si la sous-intrigue X avait abouti, alors personnage B, il aurait été vachement plus intéressant parce qu'il aurait été lié à cette intrigue-là. Sauf que l'intrigue est morte dans l'œuf et du coup, personnage B, il se retrouve sans rien. Il y a plein de trucs un peu comme ça, et j'ai plein d'exemples dans le livre que j'ai pas envie de dire, parce que j'ai pas non plus envie de trop spoiler, mais voilà, et du coup, il y a des intrigues qui se chevauchent, il y a même des micro-intrigues qui arrivent et qui ne mènent nulle part. Vraiment, je vais donner encore une fois un exemple, mais
Il y a un moment, il y a une intrigue, c'est vous me le surveillez celui-là, je vais le dire ça comme ça hein, pour pas trop spoiler, vous me le surveillez celui-là, fin d'intrigue. De temps en temps, les personnages se disent ah, un tel m'a demandé de faire attention à lui, il faut que je vérifie qu'il va pas faire X ou Y. Et puis un jour, on découvre un truc sur du coup le personnage, celui-là en question, et ok, donc lui, dans son passé, c'est ça. Oui, mais d'accord, mais on n'a pas demandé de découvrir un truc dans son passé, parce que la personne, elle est au courant de son passé. On t'a demandé, tu me le surveilles. Et en fait, tu me le surveilles pour rien, parce qu'il n'y a rien à surveiller. Le personnage, il y a rien, en fait. Et puis, ah, vous me le surveillez, ce personnage-là que je regarde avec des yeux d'amour en plus. Donc, romantique, genre petite tension amoureuse entre deux personnages hyper tertiaires que tu connais, enfin, c'est leur introduction. Ils sont introduits, tu découvres, ok, elles sont mes filles, mais ils ont l'air d'avoir un passé amoureux, ou en tout cas ils ont une connexion. La connexion ne revient jamais, le fait de s'en méfier, on s'en fout. Donc au final, ces personnages-là, ils sont là, ils ont une autre utilité que juste cette sous-intrigue-là, mais on a un peu l'impression que cette sous-intrigue, elle est là juste pour dire, regardez, il y a une sous-intrigue, ces personnages-là ne sont pas uniquement des éléments narratifs. Mais c'est pas grave si les personnages c'est juste des éléments narratifs. Parfois il y a des personnages qui doivent être des éléments narratifs et ils sont pas obligés d'avoir un passé. Ou alors si tu veux leur donner un passé ou des petites personnalités ou des trucs comme ça, tu donnes des micro-trucs, tu fais pas genre des petits mystères qui mènent à rien. Tu donnes un truc concret. Je pense notamment, je sais plus sur quel film c'est, mais c'est. Je me demande si c'est pas dans le film Sully, sur l'avion qui devait se crasher et qui a été amené par son pilote dans la rivière. Je sais plus quelle rivière, je crois que c'est une des deux rivières à New York. Toujours est-il que c'est une scène avec deux pilotes qu'on revoit plus jamais et simplement comment ils sont caractérisés et qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont humains. Ah, au fait, ça va avec ta femme, oui, ça va mieux, on veut boire un café, oh, trop cool. Fin. Et on les revoit plus jamais. Mais c'est pas grave, c'est des pilotes, ils ont leur vie, il y en a, il a des problèmes avec sa femme, c'est comme ça, ils sont caractérisés. Et à part ça, ils ont rien d'autre comme fonction que d'être des pilotes. Ça, c'est une bonne façon de faire. Parce qu'il n'y a pas de suspense réellement. Et encore là, dans l'exemple que j'ai donné, c'est pas exactement, je crois, ça dans le film. Il y a un genre de oh là là, il a des problèmes avec sa femme, est-ce qu'il y a un truc? Non, mais ça peut être juste au fait, j'aime pas le café et caramel, tu vois. Ah, ok, pardon, t'as allergique au caramel, cool. Bah, tu vois, c'est des petits détails, on peut dire, ouais, mais en fait, je m'en fous de savoir que le personnage il aime le caramel ou pas, mais ça lui donne un côté humain. Ah, ok, c'est un personnage, c'est une personne, c'est pas juste un pilote dans mon exemple. C'est lui, c'est une personne, il aime pas le caramel, cool, ça donne un côté humain. Mais là, ça va pas en fait. Là, c'est trop peu ou pas assez. Et encore une fois, pour moi, c'est pas une question forcément d'écriture. Le style, c'est une question d'écriture, ce que je disais au tout début. Par contre, mais après, il faut se rappeler que Sarah Abbasi est une primo-autrice et que donc, elle ne peut que s'améliorer. Hein. On dit ça, voilà. C'est juste que malheureusement, là, elle était déçue. Mais toujours est-il que, pour moi, en fait, il y a plein de sous-intrigues qui ont peut-être un potentiel, mais qui du coup, comme c'est un tome 2 et qu'il fallait conclure, enfin, comme c'est une duologie, que c'est le tome 2 et qu'il fallait conclure, on n'en voit pas la fin. Et si on avait retiré toutes ces sous-intrigues et soit transformé le premier tome en tome unique, ou alors fait 2 tomes plus petits, parce qu'ils sont quand même, enfin, en termes d'épaisseur, ils sont pas énormes, mais ça va quand même, quoi. On aurait pu faire 2 tomes plus petits, ou un seul tome, peut-être, en réduisant certaines sous-intrigues. Ou alors, dans ce cas-là, tu gardes toutes tes intrigues, mais tu fais un 3e tome. Là, il n'y aura pas de 3e tome de la façon dont ça conclut le tome 2. Et du coup, en fait, on a un petit peu ce goût de rester sur sa faim et en même temps d'en avoir jusque-là tellement on en a mangé. Donc, ouais, vraiment, vraiment dommage. J'étais vraiment déçue de ne pas aimer. Donc, voilà. Après, encore une fois, Sarah Abbasi, elle est jeune, ce sont ses 2 premiers romans, du coup, donc sa première saga, elle peut s'améliorer. Après, je ne sais pas si je lirai à nouveau ce qu'elle publie. Je ne suis pas sûre, on verra en temps voulu, mais pour le moment, mitigé sur la question. Ensuite, j'ai encore mon sticker du SLPJ à montrer. Ensuite, on est sur ma 2e déception, qui a tout de même 2 points de plus sur livre puisque j'aurais mis 15 problèmes, ce qui m'a quand même fait chialer. Et c'est le tome 3 des Mémoires de la Forêt. Donc la saga phare, la saga star, la saga qui a fait parler. Et personnellement,
bah j'ai adoré les 2 premiers tomes, et celui-là, j'en avais rien à faire. J'en avais rien à faire parce que j'ai trouvé que dans ce tome, on retirait le côté très personnel qu'il y avait dans les 2 premiers. Donc le premier, c'est le libraire... comment s'appelle-t-il ? Archibald. Le libraire Archibald qui va avec son ami Top qui est atteint de ce qu'il appelle le mal de l'oubli, qui est l'équivalent du coup dans cette forêt de Alzheimer, à la recherche de ses souvenirs et de certains de son passé, notamment vis-à-vis de sa femme. Le deuxième tome, c'est Archibald, donc encore une histoire très personnelle, qui risque de perdre la propriété de sa librairie, puisque un jour un loup arrive en disant à Archibald qu'il est en réalité le propriétaire légitime de la boutique et que son grand-père l'a volé au grand-père du loup. Et donc une quête pour découvrir le passé de son grand-père, très personnel, grand-père qui, il me semble, est encore vivant dans le tome 2, mais est en bout de course et ne se souvient plus de rien. Donc voilà, donc 2 tomes en fait qui sont énormément axés sur les maladies, notamment les maladies de la vieillesse, les maladies dégénératives, qui fait pleurer, ça fait chialer. C'est beau, c'est très imagé parce que c'est très métaphorique, parce que ça reste un livre pour enfants, mais ça parle quand même à des yeux d'adultes. Et le tome 3, le tome 3, c'est pas... On change en fait d'ambiance. J'ai l'impression qu'on est parti sur un côté fantastique. Je vais pas vous dire comment et pourquoi, mais en fait on est parti sur une portée plus fantastique, vachement moins réaliste. Il y a encore la quête familiale, puisque Bartholomé, qui est le neveu d'Archibald, part à la recherche de ses parents disparus, mais en réalité, j'ai l'impression... Enfin, en réalité, la quête des parents disparus sert d'excuse pour une autre histoire, qui est l'histoire principale, qui est celle qui fait chialer à la fin, parce que oui, on chiale quand même à la fin, mais qui est du coup moins attachée parce que ce sont des personnages qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi le premier roman, il me semble, des 3 tomes que j'ai lus, où on se retrouve avec le point de vue et le passé d'un personnage qui n'est pas un personnage que l'on connaît, en tout cas qui n'est pas un de nos 2 protagonistes. Et du coup, je vais vous lire ce que j'en avais dit, parce que j'ai oublié que je disais les commentaires que je mettais sur Livre Addict. Donc le commentaire que j'ai laissé sur Livre Addict disait: une baisse de régime par rapport au tome 3, j'ai trouvé dommage qu'à de nombreuses reprises on nous vole les découvertes, faut que je vous en parle aussi de ça. Quel besoin de nous dire par avance que tel personnage possède en effet une information, et ceci plusieurs fois. Dommage aussi que l'intrigue du plagiat soit aussi vite réglée, puisqu'il y a une sous-intrigue sur le plagiat. En revanche, le final a réussi à m'avoir et lit les éléments entre eux d'une façon qui m'a plu. Voilà. Donc c'est ce que je disais, le final en fait relie les 2 intrigues entre elles et du coup c'est touchant, etc. Ça va. La conclusion j'ai bien aimé. Mais par contre c'est vrai qu'au sein du livre, il y a plusieurs moments où en fait on nous vole les découvertes qui sont liées normalement à l'intrigue et notamment à la recherche des parents du petit Bartholomé. Et notamment par exemple, je vais dire un exemple à la con, mais je suis quasiment sûre que ça existe quasiment pour moi dans le livre. Bartholomé et Archibald se dire qu'ils allaient bientôt arriver dans la ville de patati patata et que avec un peu de chance quelqu'un aurait vu les parents. Paragraphe suivant, vraiment, petit astérisque ou je sais plus c'est comment que c'est dit pour dire qu'on change de settings ou je sais pas quoi. Paragraphe suivant. En effet, la petite souris qui était marchande et qui vivait dans la ville de patati patata avait bien vu les parents et elle se demandait bien où ils étaient passés car ça fait plusieurs jours qu'ils avaient dit qu'ils reviendraient. Pourquoi tu me le dis ? On peut pas juste voir, ils vont aller lui parler et elle va leur dire. C'est présent dans le livre, ils vont voir cette souris, ils vont parler à la souris. Elle va leur dire: ah mais oui, j'ai vu tes parents. Pourquoi me le dire ? Pourquoi me le dire avant ? Pourquoi est-ce que je le sais avant les personnages ? C'est le côté enquête en fait, qui certes n'est pas l'intrigue principale de ce livre, même s'il en est le moteur. Le principe de l'enquête, il est mort à partir de ce moment-là. Ou alors tu fais comme dans Columbo, tu me dis dès le début c'est quoi le problème. Mais tu me fais pas un mix des deux. Et en fait, ça m'agaçait chaque fois parce que je me disais: ah là là, est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un ? Bon, dans tous les cas, dans toutes les villes, ils ont trouvé quelqu'un. C'est le principe du roman. Dans toutes les villes où tu passes, t'as des informations en plus. C'est tout, c'est la structure du roman qui veut ça. Mais t'as quand même le goût de la découverte. Alors que là, non, on te le dit direct, on te le dit cash. Machin et machin se demandent. Et machin a la réponse. Ah bah dis donc. Bah j'espère qu'ils vont se croiser, hein. Bah bien sûr qu'ils vont se croiser, enfin.
Et donc ça m'a vraiment agacé parce que ça revient plein de fois dans le roman. Et en fait, à chaque fois que je commençais à m'intéresser à leur enquête, on n'en avait rien à faire. Donc du coup, c'était dommage. Et du coup, il y avait une histoire de plagiat, de vengeance par plagiat, qui sortait un peu de nulle part, j'ai eu l'impression, et qui servait encore une fois plus de moteur à pourquoi est-ce que Archibald, qui a un peureux pas permis, va partir en voyage avec Bartholomé. Enfin, il y a beaucoup un petit peu de trucs qui servent juste à justifier certaines actions des personnages, je trouve. C'est un peu dommage aussi. Après, encore une fois, l'histoire elle est très belle, tout va bien. Il me reste un tome à lire. Je l'achèterai certainement plutôt en occasion. Parce qu'il y a des trucs qui sont sortis sur l'auteur, je suis pas sûre de vouloir le soutenir, bref, voilà. Faut que je me renseigne un peu plus sur la question, en tout cas sur des témoignages et des trucs comme ça. C'est pas des trucs très graves, c'est des trucs de patron et d'employé, mais c'est quand même pas ouf. Donc ça donne pas forcément très envie de le soutenir, on va pas se mentir. Surtout que de ce que j'ai lu, en tout cas pour le moment, encore une fois, faut que je me renseigne, donc je veux pas en parler plus que ça non plus. Mais de ce que j'ai lu, il a l'air de se comporter comme ma directrice à moi. J'ai pas forcément envie de soutenir quelqu'un qui se comporte comme ma directrice à moi. Si vous voyez ce que je veux lire, c'est bon, hein, le management toxique, je le vis déjà au quotidien, c'est pas pour le supporter dans les entreprises des autres. Bref. Mais bon, peut-être, comme c'est quand même, il me reste qu'un seul tome sur 4, peut-être que je le prendrai, mais en occasion, comme ça, moi je le finis, en même temps, aucun soutien financier. On verra, encore une fois, je vais d'abord me renseigner sur les casseroles que monsieur l'auteur a au cul, et après on verra. Et donc on en arrive au dernier tome, et je dis coucou Bissou, voilà déjà, parce que je vois que tu as dit bonsoir, et j'attendais d'avoir terminé mon laïus pour pas m'interrompre avant de te saluer. Et donc on en arrive au dernier livre, et c'est bon, je vous avais dit qu'il y avait eu 3 lectures en août et 2 déceptions. Bon, les 2 déceptions sont passées, ce qui veut dire que on a aimé le suivant. On a aimé le livre d'après. Et le livre d'après, c'est The Bone Season, tome 2, qui se nomme L'Ordre des Mines, par des mimes, pas des mines, par Samantha Shannon. Donc qui est le tome 2 de The Bone Season, tome 1, voilà, somme toute logique, le tome 2 fait suite au tome 1. The Bone Season, la saga d'Os, qui est, alors voilà, alors c'est pour ça que je parle, tout à l'heure en parlant de beau livre, j'ai dit de Saxus sur le Gulfstream, parce que, regardez-moi cette merveille. Ah, ils sont chers, hein. Et ils sont souvent mal traduits, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc Bone Season, qui est un livre que j'avais adoré le premier, de toute façon moi j'adore Samantha Shannon. Samantha Shannon, c'est celle qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger et son préquel Un jour de nuit tombée, et Un jour de nuit tombée, c'est le livre que j'aurais voulu écrire. Voilà, s'il y a un livre dans ma vie dont j'aurais kiffé être l'autrice, c'est celui-là. Je serais probablement jamais à la hauteur de son world building et de ses personnages et tout, mais vraiment pour moi c'est un goal absolu, c'est de réussir à écrire un truc comme elle. Je pense pas que j'y arriverai un jour parce que c'est pas du tout mon style à moi d'écriture, mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai kiffé. Et donc Bone Season, qui est une saga un petit peu plus moderne, un petit peu plus contemporaine à nous, parce que Le Prieuré de l'Oranger c'est très fantasy médiévale, etc. Ici, on est vraiment sur un setting moderne, sur des téléphones portables, ce genre de choses. Comment résumer Bone Season sans en dire trop? Alors, j'ai pas mis de commentaires, probablement parce que j'avais rien à dire en fait, tellement j'avais kiffé. Bone Season, qu'est-ce que je peux dire sans spoiler? Bone Season, le tome 1, c'est l'histoire de Paige Mowling qui donc est intégrée à la pègre de Londres. Londres qui n'est pas un pays, la capitale de l'Angleterre, mais qui appartient à un royaume plus étendu qui s'appelle Sion. Et qui donc elle est une voyante, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs magiques, et notamment elle a la capacité de projeter son essence mentale hors de son corps et de faire moult choses avec. Et un jour, elle va se faire arrêter car les voyants sont illégaux dans cette société et être envoyée à Oxford, il me semble que c'est Oxford, j'allais dire Cambridge, mais non, ça doit être Oxford, être envoyée donc à Oxford, qui est là-bas un genre de prison / camp d'entraînement militaire dans lequel elle va découvrir l'origine de Sion et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de voyants pour combattre, puisque on est dans un camp militaire, donc forcément on est en train de combattre. Donc elle va découvrir en fait la vérité derrière la société dans laquelle elle vit. Dans ce tome 2, sans trop spoiler le tome 1, on retourne au sein de la pègre.
voilà, sans dire ce qui s'est passé dans le camp, ni comment elle en est sortie. On se retrouve dans la Pègre que j'ai énormément aimé. On retrouve les proches de Paige qu'on avait un petit peu appris à connaître dans le tome 1, que j'ai beaucoup aimé. On découvre son patron, entre guillemets, parce que c'est plus le malfrat en chef de l'organisation, en tout cas de la partie d'organisation à laquelle Paige appartient, qui est une sombre merde. Voilà, on va dire les choses, hein. C'est une sombre merde. Mais qu'est-ce que je le kiffe en tant que sombre merde. Parce que purée, qu'est-ce que c'est bien aussi d'avoir des persos toxiques comme ça. Je kiffe énormément le personnage en question, Jackson. Je kiffe énormément le personnage de Jackson, mais surtout je kiffe le détester, hein, mettons d'accord. C'est comme Joffrey dans Game of Thrones, on le déteste, mais qu'est-ce qu'on aime le détester. Donc voilà, donc très très bonne lecture. Je vais regarder ce que j'avais mis. Donc là j'ai mis 17 parce que peut mieux faire. Et surtout, moi, encore une fois, Samantha Shannon, mes coups de cœur absolus qui ont valu 20 sur 20 à Samantha Shannon, c'est Prieuré l'Oranger et Un jour de nuit tombée. Et forcément, ça, c'est pas que c'est moins bien, c'est que c'est différent, ça me plaît un peu moins. Donc forcément, les notes ne peuvent pas être l'équivalent, à moins vraiment d'un tome absolument excellent, qui sait, peut-être dans les 5 prochains tomes qui sont sortis. Là, j'ai le tome 3 qui m'attend. Le tome 1, je lui avais mis 18. J'ai un petit peu moins aimé celui-là, probablement parce que j'ai vraiment aimé le côté découverte du premier tome avec toutes les explications sur l'univers, etc. Pour moi, vraiment, le world building, c'est un des points forts de Samantha Shannon. Donc forcément, dès qu'il est question de world building, moi, je kiffe de fou avec elle. Et donc 17, mais honnêtement, excellent, je le conseille à tous. J'ai pas les mots. Et ça m'embête d'ailleurs, parce que j'ai mis des notes vachement moins bonnes à des trucs francophones que j'ai super envie de soutenir. Et ma meilleure lecture de ces 2 mois, c'est pas du francophone. Ça m'emmerde un peu. J'ai envie de soutenir le francophone. Pourquoi est-ce que ma meilleure lecture, c'est pas du francophone ? Tout simplement parce que c'est excellent en fait. Il y a un moment, on s'en fout francophone ou pas francophone. Si c'est bon, c'est bon. Donc voilà. Donc ça, c'est ma 10e lecture du mois. J'ai fait tout ça en 1h20, je m'attendais vraiment à parler plus que ça. J'ai extrêmement chaud. J'ai pas ouvert. Il fait très chaud dans la pièce, j'ai pas ouvert la fenêtre parce que je veux pas déranger mes voisins, au cas où, même si à ce heure-là ils sont normalement plus dehors, mais on sait jamais. Donc voilà, et donc on en arrive à la question qui suit. Et la question qui suit, c'est: et vous, c'était quoi vos lectures de l'été ? Est-ce qu'il y a une lecture de laquelle j'ai parlé, desquelles vous avez envie de parler ? Est-ce que vous avez des remarques à faire sur mes lectures à moi ? Est-ce que vous avez envie de parler des vôtres aussi, possiblement ? Voilà. Donc je vous laisse possiblement le dire dans le chat. Hein. Et puis voilà, hein, tout simplement. Non, en fait, le fait est que moi, donc comme je disais, je laisse le temps aux gens de possiblement dire dans le chat ce qu'ils ont lu cet été, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Moi, du coup, donc, je viens de reprendre les streams. Je viens de... mais oui, j'allais me répéter, j'allais dire 2 fois la même chose, c'est terrible. Donc oui, donc je viens de reprendre les streams. Ceci est le stream de reprise de mon arc un peu plus littéraire. Je ne sais pas quoi dire de plus. Non, en fait, j'ai vraiment envie de m'axer beaucoup sur la discussion notamment. Alors je sais qu'au début c'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas non plus énormément de viewers. Mais vous savez quoi ? C'est pas grave. Si je veux juste parler avec ma meilleure pote, c'est ma meilleure pote depuis 10 ans, on trouve toujours des trucs à se dire. Donc c'est bien. On s'en fout. Après, il y a d'autres viewers de temps en temps. Là, je vois qu'il y a Pitsou. Alors Pitsou, je sais que t'avais dit que tu voulais te mettre à la lecture, je crois, j'ai dit il y a pas longtemps, mais ça se trouve ça fait 1 an en fait, j'ai aucune notion du temps, c'est terrible. Mais je sais que t'avais parlé de te mettre à la lecture, un truc comme ça, ou que t'avais lu un truc, mais c'était peut-être il y a plusieurs mois. Donc est-ce que c'est un truc qui a accroché ça à la lecture, Pitsou ? Est-ce que c'est un truc que t'as fait une fois ? Est-ce que t'en as juste parlé comme ça, ou est-ce que je suis complètement folle et t'en as pas parlé du tout ? Du coup, Rubis me dit: tu sais ce que je lis en ce moment, donc 3 petits points. Oui, je sais ce que tu lis en ce moment, hein, parce que de façon très logique, sur Livre Addict, je vois tes lectures en cours, donc voilà comme ça. Et donc, tu es en train de lire, je vais le dire pour le stream, le manoir de Castle Cats, le tome 2, qui se nomme du coup Les larmes de Cernunnos, pardon. Donc, Castle Cats, qui est une saga que personnellement je n'ai pas lue, qui m'a pas forcément
intéressé sur le coup, mais pourquoi pas en réalité sur le long terme. Mes excuses. Et donc, je vais vous lire le résumé quand même, voilà, toujours bien à prendre. Puis même voir moi, hein, se trouve, je vais lire le résumé, ça va m'intéresser. Et donc, voici ce que le manoir de Castle Cats, donc tome 1, l'automne des aspirants, hein, on va pas lire le résumé du tome 2, ce serait bien dommage. De quoi ça parle? Donc, Kovan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant. Alors, je pense qu'il manque une... Attends, il y a un petit problème. Comment ça? Kovan rêve toujours d'y entrer. D'entrer où? Il manque un bout à ce résumé, je pense. Je vais chercher le résumé ailleurs. Est-ce que Booknote là en entier? Ah non, c'est ça le début du résumé du tome 1? Sérieux? Ah si, voilà, sur Babelio. Donc, oui, je me doutais que c'était le manoir de Castle Cats, mais je me suis dit qu'il manquait un bout du résumé surtout, c'était un problème. Donc, je reprends. Donc, d'abord, on a une citation. Il n'existe pas d'endroit plus prestigieux que le manoir de Castle Cats pour étudier les arts occultes de la magie. C'est à Castle Cats que les Magocats les plus puissants sont formés, mais pas seulement. Les meilleurs mécanimateurs et les plus grands alchimistes y étudient également depuis des siècles. Une nouvelle année de cours débute au manoir Castle Cats. Kovan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant. Et pour lui qui maîtrise si mal l'indispensable magoculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castle Cats cet automne. Des incidents magiques se multiplient. Certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Heureusement, le jeune chat peut compter sur Bruine, son amie gourmande et malicieuse, ainsi que sur Lexios et Serinia, toujours prêts à lui filer un coup de patte. Donc voilà. Excusez-moi, je crois que j'ai un cheveu sur la langue. Littéralement. C'est pas bon. Donc, oui, donc le manoir de Castle Cats, qui est un roman qui parle de chats, mais de chats qui ne sont pas humanoïdes, il me semble, mais qui sont tout de même... Ah, il y a Marie qui m'a envoyé sur Discord, mon dieu, le bruit de ton clavier. Oui, je sais, mon clavier, il fait beaucoup de bruit, en même temps, le micro est juste à côté, tu m'as dit de toucher à rien, donc j'ai touché à rien. Donc oui, ce sont des chats qui ne sont pas humanoïdes, il me semble, mais qui tout de même ont des pensées humaines, hein, comme des humains, et qui sont capables de parler, en tout cas entre eux. Je suis pas convaincue qu'il y ait d'humains de toute façon dans ce monde-là, c'est un monde de chats, il me semble, si j'ai bien compris. Et donc, qui vont aller dans une école de magie spéciale pour les chats qui font de la magie. Voilà. C'est littéralement le genre de livre que si Marie, tu le connaissais pas, je l'aurais vu, je t'aurais dit « Ah, ça c'est pour toi !» Parce que c'est des chats qui font de la magie en fait. Il y a un moment, faut se mettre d'accord aussi. Après, moi personnellement, je suis moins chat. Je pense que j'ai trop vu et revu ce coup de l'école de la magie machin. Même si là, du coup, il y a le twist que c'est des chats, donc ça change des choses, notamment la façon dont ils abordent les problèmes, j'imagine, et ce genre de choses. Mais du coup, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse à fond. Après, pourquoi pas, éventuellement, un jour peut-être, quand la palle sera moins grande, ça n'arrivera jamais, que la palle soit moins grande, hein, pas que je lise Castle Cats. Donc voilà. Mais ça, c'est ce que tu lis en ce moment. Moi, je t'ai demandé ce que t'as lu cet été. Tu mettrais des chiens à la place, ça donnerait la même chose. Ah non, mais même les chiens, hein, je préfère les chiens aux chats, mais je suis pas de là. En fait, j'aime les animaux, mais pas au point de vouloir lire forcément des trucs où les animaux sont le cœur de l'histoire. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment ça l'idée en gros. J'ai un petit peu mal avec les histoires d'animaux anthropomorphes déjà de base. Ça dépend lesquels évidemment, mais genre par exemple, il y a des dessins animés qui sortent où c'est genre c'est les chiens et les chats qui se parlent entre eux. Ah là là, les maîtres sont sortis, on va faire des bêtises. Moi ça m'horripile à un point, je suis là, mais qui a envie de voir ça? Même si je comprends qu'il y a des gens qui veulent voir ça, moi je suis là, mais où est l'intérêt? Tu fais la même histoire avec des humains, on se fait chier. Donc pourquoi on se ferait moins chier avec des chats et des chiens? En fait, j'ai du mal, voilà, avec ce genre de trucs. Castle Cats n'est pas à ce point-là non plus, hein, c'est un truc un peu plus sérieux quand même, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui, moi, me parle, du coup. Donc voilà. Mais, en vrai, l'histoire a l'air quand même cool en soi, donc possiblement lui donner une chance un jour. Faut savoir qu'il n'y a pas du tout d'humain. Oui, c'est ce que je me suis dit, en fait. Vu l'intrigue
et comment c'est présenté, pour moi, il n'y avait pas d'humain, c'était logique en fait, par défaut. Par défaut, il ne pouvait pas y avoir d'humain. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais pas l'intention de faire un book haul, mais est-ce que je le ferais pas? Non, je vais garder le book haul pour un petit stream un coup. Parce que là, j'ai mon book haul de cet été. Avec ce que j'ai acheté aussi en septembre, je vais peut-être attendre d'avoir tout acheté en septembre et je ferai un genre de petit book haul à un moment. Donc voilà. Donc oui. Mais du coup, oui, non, moi je te parlais pas forcément de ce que tu lisais en ce moment, Marie. Moi je te parlais de tes lectures pendant l'été. Alors bon, dans tous les cas, je les ai vues et tu m'en as probablement parlé aussi. Hein. Je sais que tu as lu Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines et que t'as pas aimé, que t'as abandonné. Je n'en parlerai pas parce que ce sera sur le date à vie du mois prochain, vu que moi je l'ai lu ce mois-ci en septembre. Je l'ai terminé hier. Je sais que tu as lu toi aussi The Bone Season tome 2, donc forcément, voilà. Oh, tu as lu Persona tome 2 aussi, je vois. Ouais, du coup, je suis partie directement dans ton truc en fait. Alors que ça devrait être à toi de me parler de ce que t'as kiffé. Donc voilà, si t'as envie qu'on parle d'un roman en particulier, n'hésite pas. Et puis voilà. Et j'ai extrêmement chaud, c'est une dinguerie. Attends, comment je peux avoir aussi chaud? C'est quoi la température dehors là? L'été, c'est fini? Il fait 16 degrés dehors, mais j'ai chaud comme s'il faisait 30. Terrible. Ah, je pense que j'ouvrirai un peu pour aller là après. Il faut que je pense à fermer avant quand même. Le Lion de Chrysos, un Gulfstream en plus. Oui, le Lion de Chrysos. Alors, le Lion de Chrysos, qui est un livre que j'ai super envie de lire depuis sa sortie et que j'ai pas acheté. Donc, je sais pas quand est-ce que je l'achèterai, honnêtement. Peut-être à Mons, le mois prochain. Peut-être à Mons. Il y a un stand Gulfstream. Je sais pas si l'auteur ou l'autrice visiblement, du Lion de Chrysos sera là. Après, je peux l'acheter même s'il n'y a pas l'autrice. Mais voilà. Et donc, le Lion de Chrysos, donc je lis le résumé encore une fois pour que tout le monde l'ait en tête. Donc, le Lion de Chrysos par Seana Landchild, qui est publié chez Gulfstream. Donc, Gulfstream, les bébous, les amours, hein, évidemment. Donc, le résumé c'est: créés par le souffle divin d'Horace, les Inhumains ont le pouvoir de se métamorphoser en fauves féroces. Ah oui, ça c'est forcément pour Marie, ça. on retient quand même un petit thème global, Marie, hein, dans ce que tu me proposes. Terrifié par la menace qu'ils incarnent, le royaume de Chrysos, par ses mages et leurs incantations, est parvenu à sceller leur animalité. Quand Sylph, fils de la bien-aimée reine Misa, l'assassine sauvagement, le royaume découvre avec horreur que son prince déchu est un inhumain. Protec, fidèle gardien de la famille royale. Non, par contre, alors attendez, excusez-moi, c'est le gardien de la famille royale et il s'appelle Protec. J'ai le. Ah mince! C'est quoi le même? Je retrouverai le même après, je finis de lire le truc. Protec, fidèle gardien de la famille royale, mais inhumain lui-même, choisit l'exil. Celui qui se fait appeler le Lion de Chrysos se jure alors de réparer l'impardonnable en ramenant la tête du meurtrier au roi Fastia. Quand il rencontre l'été, qui prétend avoir localisé Sylph, l'espoir renaît. Mais la traque dans un environnement hostile ne se déroule pas comme prévu. Aux côtés du troublant l'été, les certitudes de Protec se heurtent à un terrible dilemme. Que vaut sa loyauté sans faille à la couronne devant les sentiments inédits qui l'assaillent? Alors, c'est expliqué. Oui, non, je me doute qu'il s'appelle. Je me doute que quand tu vois qu'il y a des références comme Sylph, comme l'été, je me doute qu'il y a un moment. Il s'appelle Protec pour une raison. Tu peux pas avoir quelqu'un qui. Genre, oh, c'est le gardien, il s'appelle Protec. Et c'est genre super simpliste. Et à côté, t'as. Lui, il s'appelle Sylph, parce que Sylph, je crois, c'est un personnage mythologique. Et lui, il s'appelle l'été, comme le fleuve l'été dans la mythologie grecque. Il y a un moment. Évidemment que je me doute qu'il y a une raison pour laquelle il s'appelle Protec. Mais ça me fait trop penser à. Faut que je retrouve le même. Excusez-moi 2 secondes. Ah, c'est ça. En gros, c'est un mème. Alors, de façon générale, c'est un mème quand tu présentes une personne, il protect, pas il protect, hein, il protect, il attaque, sans le cas. But most importantly. Et en dessous, t'as genre un truc qui a un rapport avec le personnage. Genre,
Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Allez, on va dire Winnie l'ourson, vraiment pour dire un truc à la con. Genre, Winnie l'ourson, il protect, il attaque, but most importantly, Honey Snack. Voilà, un truc comme ça, un truc à la con, Honey Snack. Un goûter au miel, tu vois. Avec vraiment à chaque fois la dernière lettre après le C qui disparaît, quoi. Ça m'a fait penser à ça. C'est complètement con, hein, voilà. Donc oui, donc ouais, le Lion de Chrysos, pour le coup, c'est un livre qui me dit, mais carrément, mais depuis longtemps en plus, il va vraiment falloir un jour que je l'achète et que je le lise. Mais Gulfstream, il sort tellement de bons livres et j'ai tellement de livres dans ma palle que il faut que je me calme, il faut que j'arrête d'acheter. En plus, là, franchement, dans les livres qui vont sortir prochainement, mais c'est terrible, il y en a plein qui me font envie. Il y en a plein. Là, il y a les Aliénales qui vont être dans un peu moins d'un mois. Je vais trop avoir envie d'acheter tout et n'importe quoi. Mais je peux pas acheter tout et n'importe quoi aux Aliénales. Parce que 2 semaines après, il y a le salon du livre de Wallonie à Mons. Et qui dit ici le salon du livre de Wallonie à Mons, avec en plus un stand Gulfstream, dit je vais encore craquer, je vais encore acheter plein de conneries. Du coup, en 2 salons en un mois. Mais 2 salons en un mois, c'est terrible. C'est vraiment pas la bonne idée. Là, j'ai mes rattrapages d'impôts sur le revenu là, qui vont tomber en fin septembre. Et juste après, t'as octobre avec 2 salons. Terrible. Terrible. Après, moi, je dis ça. Il y a 2 salons en octobre, mais en octobre, bon. Le 4 octobre, vous savez, si vous avez envie de... Vous savez, si vous avez de l'argent qui traîne dans un coin, et que vous savez pas comment faire, et que c'est à peu près la somme d'un livre, bon, on peut peut-être négocier, on peut peut-être m'ouvrir un petit truc. Bah rien en retour, de ma part, parce que bon, le principe d'un anniversaire, c'est que je reçois, je donne rien. Ah là là, mais oui. Et le pire, c'est que ma famille, je peux même pas leur demander de l'argent pour le livre, parce que ma famille, ils ont une autre idée pour mon cadeau d'anniversaire. Vachement moins sympa. Enfin si, utile, mais vachement moins cool. Un robot ménager. Ça va me changer la vie au niveau du ménage. Mais purée, qu'est-ce que ça va m'éclater Qu'est-ce que ça va pas m'éclater comme cadeau? Voilà. Mais bon, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Non, en plus, déjà, je sais que Marie elle va m'offrir un truc aux Aliénales. Parce que les Aliénales, c'est pile poil le jour de mon anniversaire, ça faut le savoir. Donc, en fait, même si. Je lui demande rien, en fait, mais grosso modo, elle a pas le choix, quoi. Il y a un moment, t'as le salon du livre le jour de l'anniversaire de la personne. Enfin, tu vois, moi, il y aura un salon du livre le jour de l'anniversaire de Marie, ce serait pareil, hein. Déjà que je lui achète des livres pour son anniversaire, si c'était vraiment pile le jour du salon, je peux te dire que j'achèterais tout le salon pour elle, limite. Hein. Bon, calme-nous quand même, Marie, ne me demande pas ça pour ton anniversaire. Donc bon, hein, voilà, tout de même. Eh bien écoutez, je pense que ça touche à sa fin en fait, tout simplement. Parce que j'ai fini ce que j'avais à faire. J'ai très chaud. Je suis un peu fatiguée, on va pas se mentir. Et puis voilà, on va se retrouver pour un autre stream prochainement, encore une fois. J'ai la reprise des streams actuellement. Je vais faire 2 streams qui sont, donc comme j'ai montré au début du live, avec le planning Read With Me / Work With Me, qui sont des livres qui sont pas spécifiquement... qui sont des lives qui n'ont pas spécifiquement de thème précis. Je pense que je vais faire la relecture de mon premier jet, parce qu'il faut que j'avance un jour dans cette réécriture de premier jet. Soit ça, soit je lirai. Donc si c'est ça, je prendrai La Voix de la Vengeance qui est juste là, que j'ai entamé, et je lirai ça. Si je l'ai pas fini d'ici là d'ailleurs, parce que non, je l'aurais pas fini d'ici là, faut pas déconner, c'est dans 2 jours. Donc voilà. Donc des livres un peu plus tranquilles. Celui-là était déjà très tranquille, mais encore plus tranquille la prochaine fois, puisque comme j'aurais été du matin, je serais fatiguée. Donc on va passer un petit moment à parler, et puis des petits moments à lire ou à écrire ou à faire autre chose, afin d'être tranquille et reposé, n'est-ce pas? Et puis voilà. Et puis ça se passera aux environs de 17h, comme ça, les gens qui reviennent de l'école ou de l'université ou des choses comme ça, ou même du boulot, pourront l'attraper en cours de route, ça c'est toujours bien, c'est toujours pratique.
et pourront faire leurs devoirs, faire leur ménage, faire leurs tâches qu'ils ont à faire en même temps pour se donner un petit rythme, voilà. Le but de toute façon c'est de travailler tous ensemble et d'être productifs tous ensemble, ou pas d'ailleurs. Bref, donc tout ça pour dire que ça conclut notre stream de la journée. Je vais remettre la musique un peu plus fort je pense pour l'écran de fin. Et je vous dis à très bientôt et même je dirais je vais dire la semaine prochaine, pas du tout, c'est toujours la même semaine. À dans 2 jours, jeudi, on se voit. Et voilà, donc gros bisous, je vous dis bye bye. On se revoit donc jeudi et on reparlera de ce qui arrive prochainement. Voilà. Bisous.